Bienvenue dans la semaine dans le monde sur France 24. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Gauthier Ribinski. Bonsoir Gauthier, Stéphanie. chroniqueur international à France 24. Par Skype, Laure Simoes, qui est directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Également par Skype avec nous Ziad Limam, directeur d'Afrique Magazine. Bienvenue à tous les deux et bonjour. Bonsoir. Et nous avons en direct de Washington Raphaël Kahn, envoyé spécial. Joe Biden a prêté serment le 20 janvier. Bonjour à tous. Bonjour Raphaël. Joe Biden a prêté serment le 20 janvier à midi. C'était une cérémonie d'investiture inédite, d'abord sous haute sécurité, après l'assaut sur le Capitole le 6 janvier dernier. Une cérémonie en présence d'un public éparse en raison du Covid-19 et sans son prédécesseur Donald Trump qui s'était envolé pour la Floride le matin même. Kamala Harris devient la première femme noire vice-présidente des États-Unis, un symbole fort. Joe Biden a prêté serment sur la Bible de la famille Biden, une Bible qui a 127 ans. Il a mis l'accent sur l'unité de la nation. La démocratie a tenu, a-t-il lancé. Joe Biden veut réconcilier l'Amérique. On l'écoute. Nous avons appris une fois de plus que la démocratie est précieuse et grâce à vous, la démocratie l'a remportée. C'est pourquoi Jill et moi, Kamala et Doug, voulions nous assurer que notre investiture n'était pas pour nous, mais pour vous, le peuple américain. C'est une grande nation. Nous sommes un bon peuple. Et pour surmonter les défis qui se présentent à nous, il faut la chose la plus compliquée de toutes dans une démocratie, l'unité. Gauthier, un discours d'unité en plus en présence de trois de ses prédécesseurs. Il y avait George W. Bush et Laura Bush, il y avait Bill et Hillary Clinton, Barack et Michelle Obama. Ça, c'était le symbole de l'unité. Le grand absent, Donald Trump. Alors, est-ce qu'il peut vraiment réconcilier le pays, Joe Biden, ou est-ce que le Trumpisme a encore de beaux jours devant lui ? Alors, je vais vous répondre par une image qui a amusé beaucoup de monde et qui est intéressante. C'est celle du sénateur Bernie Sanders, que vous avez vu, qui a assisté, bien sûr, qui était invité à cette investiture et qui portait des moufles dont on aurait pu penser qu'elles avaient été tricotées par sa grand-mère. Elles ont beaucoup été commentées. Elles ont été commentées et lui-même a dit, il a dit, bon, ça c'est pour l'anecdote, et il a dit, je dois reconnaître que quelques mots de Joe Biden m'ont fait pleurer. Ce qui est quand même assez rare pour Bernie Sanders. Est-ce que c'est effectivement des pleurs à la mesure de la dramatisation que l'on a connue et que l'on risque de connaître encore? Oui, certainement. Le Trumpisme a encore de bonnes heures et de beaux jours devant lui pour plusieurs raisons. D'abord parce que il y a toujours, et elle n'est pas prête de disparaître, cette fracture entre ce qu'on peut appeler une sorte d'establishment démocrate, cultivé, libéral, ouvert sur le monde, et l'inverse, et les conservateurs les plus durs qui considèrent que ces gens-là trahissent et vendent les États-Unis à l'extérieur. Ça date pas d'hier. Autre chose qui date pas d'hier, c'est aussi tout ce à quoi on a assisté au moment du Capitole, de l'assaut sur le Capitole, si on peut l'appeler ainsi, avec des personnes qui sont persuadées, et ça c'est extrêmement tenace, qui sont persuadées que tout ce qui se fait aujourd'hui aux États-Unis est une forme de dévoiement, de perversion de la nation américaine, et qui continuent de croire, pour certains, on dit que ce sont les plus fous, mais ils sont relativement nombreux, qui continuent de croire que tout cela fait partie d'un plan dont Donald Trump pourrait sortir vainqueur. Vous voyez, ça peut paraître horriblement farfelu ce que je suis en train de raconter, mais certains considèrent même aujourd'hui que le fait que Joe Biden ait pu être investi président des États-Unis fait aussi partie de ce plan et qu'un jour, Trump remportera le morceau. Trump ou un autre, peu importe. Il y a, si vous voulez... Ça représente combien de personnes ? Écoutez, quand vous regardez, par exemple, tout simplement, le fait que Donald Trump a bondi encore dans cette élection, c'est-à-dire qu'il a remporté 74 millions de suffrages, tous ne sont pas évidemment frappés au sceau de cette absurdité, mais ils sont nombreux, et surtout cette idée... Il est très facile de dire que les choses sont truquées, parce qu'au fond, rien ne viendra infirmer ce que vous dites. Et c'est là-dessus. Je termine d'un mot avec une expression savante, mais vous allez voir qu'elle est utile, c'est qu'il y a une sorte de rétrécissement de l'espace épistémique entre les gens. Ça veut dire que tout simplement, quand on converse, vous et moi, on peut être en désaccord, mais reconnaître que l'autre a des arguments valables. Eh bien là, dans cette fracture américaine, elle est aussi culturelle. Il s'agit de dire, nous n'avons plus d'arguments communs, nous ne reconnaissons plus les arguments des autres. Ça, c'est du boulot pour Joe Biden et sans doute encore pour beaucoup d'années. Une fracture qui va donc perdurer. Ziad Limam, les réactions internationales se sont multipliées. On a pu noter une sorte de soulagement du côté des chancelleries européennes, une sorte de... Emmanuel Macron a tweeté un « welcome back »
d'un welcome back, le retour des États-Unis dans l'accord sur le climat. En revanche, la politique à l'égard de la Chine risque de rester finalement assez proche de celle de Donald Trump. Qu'est-ce qui va changer ou pas, Ziad ? Ce qui va changer, c'est déjà une forme de normalité. Et ça, c'est très important pour rétablir les flux de discussion, de conversation, de négociation. L'Amérique est de nouveau dirigée par un président normal, même si on sait que cette expression peut avoir maintenant des connotations un petit peu péjoratives. Mais voilà, c'est des gens responsables qui sont au pouvoir, on craint plus les tweets à 7 heures du matin ravageurs, on craint plus la phrase qui sort n'importe comment, etc. Donc ça, c'est vraiment un point très important, avec des décisions premières comme de revenir à l'OMS, comme de revenir dans les accords de Paris. Tout ça, c'est des choses qui rassurent le système, on pourrait dire. Après, l'Amérique, c'est l'Amérique. Elle a pivoté vers l'Asie il y a déjà un certain temps, à l'époque d'Obama. Ses intérêts sont pacifiques et moins atlantiques. La compétition avec la Chine va s'inscrire durablement dans le paysage stratégique mondial. Et tous les autres au milieu vont être obligés d'une certaine manière de se positionner dans cette compétition. Et on voit bien l'Europe essayer de trouver son petit chemin à elle pour ne pas être prisonnière de cet affrontement stratégique. Mais je pense franchement que les intérêts des États-Unis, c'est de s'opposer à l'émergence de la puissance économique, militaire et stratégique chinoise. Et l'intérêt de la Chine, c'est de se desserrer de l'étau américain, et donc on va en entendre parler pour des mois et des mois et des années et des années. Oui, donc l'affrontement entre la Chine et les États-Unis va finalement rester assez proche de l'affrontement qui avait lieu du temps de Donald Trump. Ou est-ce que ça va changer peut-être dans la tonalité ? Non, ça va changer dans la tonalité, mais les Américains sont des gens qui sont compétitifs. Ils veulent rester les numéros 1, ils veulent être la première puissance économique du monde, ils veulent protéger leurs exportations, leur business. Ils veulent protéger leurs intérêts, et donc ils auront une politique extrêmement, à mon avis, pas agressive au sens militaire, quoique, et on verra sur les fameuses eaux du sud-est asiatique comment ça va se passer. Mais il y aura une politique les gens parlent de nouvelle guerre froide. Je ne sais pas si à l'époque des réseaux et de la digitalisation, il y a des guerres froides, mais disons que il y aura une compétition structurelle, stratégique pour les années à venir entre les deux hyperpuissances, celle qui existe, les États-Unis, et celle qui est en train de le devenir, la Chine. Raphaël, Joe Biden a signé 17 décrets dès qu'il est arrivé dans le bureau ovale, avec le retour, donc on le disait, des États-Unis dans les accords sur le climat, dans l'OMS. Il s'attaque véritablement au Covid-19. Joe Biden, il veut renforcer la production des vaccins. Il demande le port du masque dans les bâtiments fédéraux. La crise sanitaire a déjà fait 400 000 morts aux États-Unis. On peut dire qu'il a une approche fédérale, presque guerrière de la maladie. Il prend le contre-pied de Donald Trump. Ah oui, totalement. D'ailleurs, on prend vraiment la mesure de l'ampleur de la pandémie ici, Stéphanie, lorsque l'on voit derrière moi le mall. C'est l'esplanade qui part du Capitole jusqu'au Lincoln Memorial. Et d'habitude, effectivement, lors des inaugurations, des investitures présidentielles ici aux États-Unis, eh bien, on voit en général cet espace de verdure qui est recouvert de spectateurs. Cette fois-ci, c'était interdit au public. Il y avait des drapeaux partout, 191 000 au total, pour symboliser justement l'absence de public, le fait que beaucoup d'Américains n'avaient pas pu se rendre ici pour raisons sanitaires. Vous venez de le dire, le coronavirus, il a provoqué plus de 400 000 morts ici, 24 millions de personnes sont concernées. Et en fait, ce que disent les autorités américaines, les nouvelles autorités américaines avec Joe Biden, c'est que la situation est encore pire qu'on l'avait imaginé. C'est ce que dit d'ailleurs celui qu'on appelle le tsar du Covid, ici un peu l'équivalent de ce qu'est John Kerry pour le climat, Jeff Zients, qui va donc s'occuper de cette urgence pour les États-Unis. Il dit la situation que nous a léguée Donald Trump est bien pire que ce qu'on avait imaginé. Il y a un homme qui reste de la précédente administration, c'est un visage bien connu, Anthony Fauci, qui s'occupait donc précédemment des questions épidémiques aux États-Unis. Il va rester conseiller sur la santé de Joe Biden. Et lui, il dit d'emblée, c'est quand même très rafraîchissant de pouvoir travailler avec une équipe qui place la science en tête. Il a fait l'éloge de la transparence de la nouvelle équipe sur ces questions vaccinales et plus généralement sur la problématique de la pandémie du Covid-19. Mais il dit, voilà, il y a énormément de travail, mais on sait cette fois-ci que cette équipe qui est au pouvoir ne va pas mettre la politique avant tout. On ne va pas être parasité par des déclarations
déclarations tous les 4 matins, voire par des tweets. On va enfin pouvoir laisser les médecins, le corps médical travailler, le corps scientifique. L'objectif, c'est dans les 100 premiers jours de la présidence Biden de pouvoir réaliser 100 millions de vaccinations, c'est-à-dire vacciner 50 millions d'Américains, parce que vous le savez, pour chaque personne vaccinée, il faut 2 doses. Alors voilà, on est dans cette situation ici. On a tous entendu le message d'Amanda Gorman au moment de l'inauguration de l'investiture présidentielle, ce poème qui a provoqué énormément d'émotions ici aux États-Unis et relancé l'espoir qui était terni par ces 4 années, il faut bien le dire, de présidence Trump. Mais c'est vrai, quand on regarde la situation, pour paraphraser un peu Francis Scott Fitzgerald, il est toujours 3 heures du matin, au milieu de la pénombre, au milieu de la nuit ici. C'est encore l'obscurité aux États-Unis. Gauthier, un mot sur Kamala Harris. Elle est la première femme noire vice-présidente des États-Unis. Elle a aussi des origines indiennes. Et en Inde, son arrivée à ce poste a été célébrée un peu partout, et notamment dans son village. Le village dont est originaire son grand-père maternel, un petit village Tulasendrapuram. Elle a été félicitée également par le Premier ministre indien, Narendra Modi. L'Amérique, finalement, revient. C'est ce qu'ont titré de nombreux journaux indiens. Elle incarne vraiment la force de la démocratie américaine également. Est-ce que les relations avec l'Inde, dans cette région du monde, vont finalement être liés à ce destin de Kamala Harris? Écoutez, il faut se garder des amitiés ou des filiations, aussi sérieuses soient-elles. Vous avez vu aussi qu'on... Ça fait réagir. Non, ça fait réagir, bien sûr, mais parce que c'est toujours plaisant, effectivement, de voir que les origines relativement récentes, donc de Kamala Harris, d'un côté jamaïcaine et de l'autre indienne, eh bien, ne lui ont pas été fatale, ou plutôt un obstacle pour devenir ce qu'elle est. Maintenant, j'attire votre attention pour une Kamala Harris. Combien d'autres américaines d'origines diverses ne parviendront pas à réaliser ce rêve? C'est toujours la même histoire avec le rêve américain. Il n'est valable finalement que parce que de temps en temps, 1-2 personnes y accèdent. Pour le reste, c'est plus compliqué. Alors, les relations avec l'Inde, elles sont de toute manière relativement compliquées dans la mesure où l'Inde joue sur plusieurs parties et sur plusieurs tableaux dans son domaine. L'Inde peut être intéressante comme contre-pied à la Chine, c'est parfois comme ça qu'on peut le voir. Est-ce que la seule présence de Kamala Harris suffira à fonder des relations, un partenariat solide avec l'Inde, entre l'Inde et les États-Unis? Vous savez à quoi on va pouvoir juger ça? À quelle aune? Bien, à la même aune que celle qui nous relie à un gouvernement, à un pouvoir, une administration qui est plutôt francophone. Je ne suis pas non plus persuadé que cela fondera des relations particulièrement étroites. Ça peut être un creuset, ça peut être un bon bol, si vous voulez, un bon fond de sauce, comme on dit en cuisine. Ça crée des affinités. Ça crée des affinités. Mais ça n'est pas pour autant que les États-Unis seront centrés sur la France dans leur prochaine évaluation et politique. Ziad, rapidement, quelle va être la politique de Joe Biden à l'égard de l'Afrique? Il y aura un changement? Déjà, on aimerait bien que les États-Unis reviennent vers l'Afrique. Alors, il y a eu un mouvement sur la fin des années Trump, encore une fois, à cause de la Chine. C'est-à-dire, quand les Américains se sont rendus compte que les Chinois prenaient des positions partout en Afrique, ils ont relancé leur coopération avec des crédits pour développer les secteurs privés, etc. Il y a 2 ou 3 dossiers très importants, en particulier le dossier du Sahel, où on attend un réinvestissement des États-Unis sur le plan financier de l'aide, mais aussi sur le plan militaire, pour lutter contre le djihadisme. Ça, c'est un des points dont je pense qui très vite viendra sur la table, le réinvestissement américain. Mais d'une manière générale, l'Afrique est comme le reste du monde, c'est-à-dire on sait que les États-Unis vont être fortement préoccupés par leurs problématiques intérieures, leur guerre culturelle, leur violence politique. Et donc, on espère juste pouvoir discuter de nouveau, raisonnablement, avec la première puissance mondiale, la première hyperpuissance mondiale. Laure Simoes, comment les dessinateurs ont-ils croqué donc c'est le fait que Joe Biden ait prêté serment aux États-Unis? Racontez-nous. Cette semaine historique, on a un premier dessin du grand dessinateur mexicain Boligan pour El Universal, qui revient sur le départ de Trump de la Maison-Blanche. C'est un dessin remarquable parce qu'en peu de traits, sans mots, tout est dit, tout est mis en perspective. Enfin, vraiment, là, on a un exemple du dessin parfait. Un deuxième dessin du dessinateur suisse Chapat pour Le Temps. L'investiture, on l'a dit, s'est faite sous haute surveillance et en présence de milliers de soldats de la garde nationale suite donc aux émeutes récentes du Capitole. C'est un très bon dessin qui soulève en fait tout le paradoxe de la situation, hein.
Notre mission, imposer la démocratie à Washington DC, disent ces militaires, évidemment sous le masque, comme il convient. Un autre dessin de la dessinatrice vénézuélienne Raima, qui montre une belle image joyeuse et puis un peu détendue de ce nouveau tandem Biden-Harris, qui fait évidemment écho, tout le monde l'aura reconnu, à la célèbre scène de Pulp Fiction de Tarantino, avec un Biden en Travolta et une Kamala Harris en Uma Thurman. Ça swing un peu plus quand même, hein, c'est certain. Un autre dessin du dessinateur mexicain Dario, une autre image bien trouvée, hein, pour dire l'échec, l'envie, la frustration du perdant qui n'est plus de la fête. Je le disais la semaine dernière sur le plateau, hein, il a voulu son mur, il a vraiment eu son mur. Hein, c'est pas celui qu'il attendait, mais il a eu son mur. Et puis enfin, ce dessin du grand dessinateur américain Cal pour The Economist, hein, l'appel à l'unité de Biden, on l'a dit, qui s'est empressé de signer une série de décrets, et parmi eux le retour salutaire des États-Unis dans l'accord de Paris sur le climat. Je traduis: les amis, nous devons baisser la température. Vous avez raison, dit la planète, on a vraiment besoin de baisser la température, c'est un fait. Et puis pour terminer, le dessin de Joep Bertram, ce que j'aime beaucoup, vous le savez, hein, dessinateur des Pays-Bas pour De Groen Amsterdammer. So help me God, hein, que Dieu me vienne en aide, c'est ce que disent tous les présidents américains quand ils prêtent serment. Cela n'a sans doute jamais été aussi vrai, puisque Biden a beaucoup de boulot sur la planche. Et c'est un fervent catholique aussi, Biden. Merci beaucoup. Laure, vous restez avec nous, on se retrouve juste après une pause. Bienvenue dans la deuxième partie de la semaine dans le monde sur France 24 en compagnie de Gauthier Ribinski, également de Ziad Limam, directeur d'Afrique Magazine, et de Laure Simouès, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. L'actualité de la semaine, c'est aussi les suites de l'élection présidentielle en Ouganda. Les avocats de Bobi Wine plaident devant la Haute Cour de justice de Kampala, devant justement cette Haute Cour de justice pour exiger sa libération. Le principal opposant au président Museveni est toujours bloqué chez lui, une semaine après le résultat du scrutin qu'il conteste. Bobi Wine ne fait pas l'objet d'une assignation à résidence et pourtant des soldats sont campés devant chez lui et il est privé de toute visite. On écoute Bobi Wine. Ma situation actuelle est que moi-même et ma femme, nous sommes assignés à résidence. Des militaires ont encerclé notre maison. Plus de 400 d'entre eux encerclent notre maison. Nous n'avons pas le droit de la quitter. Personne ne peut sortir ni entrer. Nous n'avons plus de nourriture. Ma femme a été agressée hier lorsqu'elle a tenté de se rendre dans le jardin pour récupérer de la nourriture. Mes avocats n'ont pas accès à moi, ainsi que les membres de mon parti politique. De même, les journalistes sont bloqués. Nous sommes en danger car nous ne connaissons pas les intentions de ces soldats. Ils ne nous adressent pas la parole. Ils ont battu l'un de mes gardes du corps très violemment, juste parce qu'il leur a demandé ce qu'il voulait. J'ai peur. Je crains pour ma vie et celle de ma femme, mais nous devons faire cela. Nous devons continuer, car ce que nous faisons est moral et juste. Ziad, à Kampala, si je comprends bien, il règne véritablement un climat de peur. Bobi Wine a mis ses enfants à l'abri à l'étranger. Il risque sa vie. Museveni, c'est un très vieux président dans un pays très jeune. Il s'accroche au pouvoir. D'abord, Bobi Wine, pour ceux qui le connaissent peu, qui est-il ? Qui est-il pour tenir tête comme ça à Museveni ? C'est des acteurs nouveaux. C'est quelqu'un qui échappe aux classifications politiques habituelles, qui intervient de l'extérieur, qui incarne très bien cette nouvelle jeunesse africaine, et c'est pour ça qu'il paraît extrêmement dangereux au régime. Ce qui est très surprenant, c'est que un personnage comme Museveni, avec l'expérience, le temps, le score qu'il a fait officiellement aux élections, on se demande du coup pourquoi une telle
méfiance, prudence vis-à-vis de Bobi Wine, l'encercler, l'enfermer, l'empêcher de communiquer. Enfin, c'est très surprenant. C'est-à-dire que le Bobi Wine pèse quelque chose visiblement qui va bien au-delà des scores électoraux. Et je pense que c'est quelque chose dont on va souvent voir le cas maintenant en Afrique, c'est-à-dire l'émergence de personnalités un peu hors système, hors des partis politiques traditionnels, qui réincarnent un peu cette jeunesse qui n'a pas trouvé de visage public. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va marquer la scène politique en Afrique. Là, ça se passe en Afrique anglophone avec, encore une fois, un personnage qui est là depuis la nuit des temps. Bobi Wine n'a connu qu'un seul président, il n'a connu que Museveni. Donc, c'est un cas un peu particulier, mais je pense aussi que c'est une leçon générale, cette émergence de profils qui sont plus directement en prise avec cette immense jeunesse africaine et un peu moins institutionnelle. Gauthier, ce sont des pays différents sur 2 continents différents, mais c'est difficile de ne pas y penser. Alexeï Navalny, arrêté à Moscou lundi, et Bobi Wine, on le voit vraiment en résidence surveillée chez lui. Tous les deux, finalement, prennent un risque incroyable face à un régime répressif. Finalement, est-ce que tous les deux pensent qu'ils peuvent changer les choses, faire basculer le régime autoritaire de leur pays? Alors, pour rejoindre effectivement ce que disait à l'instant Ziad Limam, il y a l'émergence, peut-être de manière moins claire et moins nette qu'en Afrique, mais aussi dans des pays comme la Russie, d'une nouvelle, on va dire, je ne sais pas si c'est une génération, on verra si elle fait florès, mais une nouvelle, en tout cas, sorte d'opposition. Là où il y a une caractéristique russe, et je ne sais pas, je parle là sous le contrôle de Ziad et de ceux qui connaissent mieux l'Ouganda, il y a en Russie quelque chose qui met à mal Poutine, qui lui fait peur, entre guillemets, si tant est qu'il puisse avoir peur, c'est qu'au fond, Navalny, c'est l'opposant, certes, mais c'est quelqu'un qui chasse sur les mêmes terres idéologiques que Poutine. Je m'explique. Bien sûr qu'il est inadmissible que Navalny soit empoisonné, soit détenu, etc. Mais sur le fond, Navalny n'a jamais manifesté de divergence profonde sur le nationalisme russe. Navalny a participé régulièrement à des marches, à des manifestations d'ultranationalistes russes. Il a dans son œil, dans son objectif, la lutte contre la corruption, c'est-à-dire une forme, bien sûr, c'est nécessaire la corruption, mais une forme de purification morale, de dire, au fond, Poutine se prévaut de la lutte contre la corruption alors que lui-même est incorrompu. Mais il n'y a rien dans ce que dit Navalny qui soit de nature à changer profondément les rapports, le rapport à l'autorité, le rapport à l'État, etc. C'est conforme. Et là, il y a une forme de danger parce qu'on sait que quand des phénomènes poussent de la sorte et qu'ils chassent sur les mêmes terres, il peut y avoir confusion, il peut y avoir oubli de la part des électeurs et qui se disent finalement, à niveau idéologique égal, eh bien, je préfère celui qui est un peu plus jeune et qui représente effectivement un renouvellement. Donc il est plus menaçant. Il est d'une certaine manière plus menaçant, oui. Ziad, Bobi Wine, est-ce qu'il peut effectivement faire basculer un régime comme celui du Museveni? Est-ce qu'il est courageux, bien sûr? Il est très courageux. Après, le régime, il tient aussi par un appareil, par des gens qui sont dans le parti, par un appareil militaire, policier, par probablement une partie de l'opinion qui adhère aussi. Donc, c'est pas si simple. Mais il y a une prise en compte, je pense, quasi générale, que ce soit en Ouganda et un petit peu ailleurs. Comment canaliser ces forces qui montent, cette jeunesse qui représente 70% de la population du continent, qui fait face à des défis des défis immenses en termes d'éducation, de scolarisation, de job, d'emploi, qui est connecté au reste du monde maintenant avec ses téléphones et ses réseaux satellites et les télévisions, etc., qui voit ce qui se passe ailleurs. Et on a quand même un continent qui est marqué par une démographie politique assez nette quand même. C'est-à-dire le grand frérisme, c'est une réalité. Le respect aux aînés, c'est une réalité. Mais cette jeunesse-là, elle a envie de changer tout ça et prendre sa place. Donc la difficulté, c'est comment canaliser toutes ces forces dans un processus démocratique fonctionnel. Et pour ça, il ne faudrait peut-être pas, taper sur tous ceux qui montent. Il faudrait pouvoir ménager des espaces politiques. Parce que Bobi Wine, lui, a un projet démocratique. Contrairement à Alexeï Navalny, ce que disait Gauthier. Mais je suis pas dans l'esprit de Bobi Wine tel qu'il serait s'il était élu.
Les processus démocratiques sont des processus longs et donc ce qui compte, c'est déjà qu'il y ait un dialogue, c'est déjà que ce monsieur puisse exister en tant que force politique, c'est déjà qu'il ne soit pas soumis à une violence d'État telle qu'il a l'air de la souffrir. Et que ce dialogue entre générations s'installe, parce que ça, c'est vraiment une des clés de la stabilité africaine des années à venir. Comment les dessinateurs ont-ils décrit cette situation en Ouganda alors ? Eh bien, on va commencer par deux dessins. Un premier dessin de Damien Glé, célèbre dessinateur du Burkina Faso qu'on ne présente plus. Ce portrait comme ça de Museveni, proclamé vainqueur de l'élection présidentielle avec 58,6% des voix et donc réélu président pour la 6e fois après 35 années de pouvoir autoritaire. Donc on a évidemment l'image du tour de magie et du chapeau. Il sort de son chapeau 6 fois de suite. On a l'impression que c'est à l'infini. Un deuxième et dernier dessin qui nous vient de Brandan, dessinateur d'Afrique du Sud pour Business Day. Un petit jeu de mots qui en dit long. Don't you forget, it's not Uganda, it's my Uganda. Dit Museveni en votant, alors qu'on reconnaît Bobi Wine, son principal adversaire, dans le coin du dessin. Et alors, voilà, il n'est pas assigné en résidence, mais enfin, c'est un peu tout comme. Et puis, quand même, pour rappel, moi, c'est ça que je veux mettre en avant. C'est quand même une campagne qui a fait 54 morts déjà. Et puis, les Nations Unies dénoncent, je cite, des violences, des arrestations, des détentions arbitraires et, dans certains cas, des rapports de torture et de mauvais traitements par les forces de sécurité. Donc voilà, le tableau, il est quand même planté. Il est planté. Et donc, est-ce que finalement, Museveni a quelque chose finalement de dictateurs africains qu'on connaît déjà, Gauthier ? Oui, et d'autant plus fort qu'il s'est présenté au départ, parce que c'était ça la particularité de Museveni, il se présentait comme celui qui allait laver les horreurs commises par Idi Amin Dada, par Milton Obote, etc. C'est ça, au départ, c'est un héros. Et bien sûr, et voilà, et c'est comme ça que ça a tourné, et si vous voulez, pendant des années et des années, on ne pouvait pas toucher à Museveni parce qu'il se prévalait de ce combat et de ce qu'il avait justement prétendument changé, c'est-à-dire terminer, éradiquer la dictature. Lui-même en est devenu un, mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, avec un challenger comme Bobi Wine, on a affaire effectivement à une jeunesse qui dit, c'est pas qu'on veut oublier le passé, mais c'est de dire, stop, vous ne pourrez pas vous prévaloir indéfiniment de ce passé pour vous maintenir au pouvoir, et c'est probablement la nouveauté. Pour l'instant, il se maintient au pouvoir, en tout cas. On évoque de plus en plus un reconfinement en France et il y a effectivement en une cette semaine ce retour aux restrictions aux frontières en Europe. Un reconfinement dans de nombreux pays avec une inquiétude qui tourne autour de l'émergence de ces variants planétaires. Le variant anglais, le variant sud-africain ou encore le variant brésilien et une course finalement au vaccin face à ce Covid-19. Alors finalement, est-ce que nous sommes à un point de rupture de l'épidémie ? Je vous propose d'écouter Olivier Véran. Nous sommes en mesure de vacciner 1,3 million, 1,4 million Français à la fin du mois de janvier. Probablement 4 millions de Français à la fin du mois de février. 9 millions à la fin du mois de mars, 20 millions à la fin avril, 30 millions à la fin mai, 43 millions à la fin du mois de juin, ça monte, 57 millions à la fin du mois de juillet et 70 millions, c'est-à-dire la totalité de la population française, d'ici à la fin août. Ça, dans une circonstance que je précise, c'est si la totalité des vaccins que nous avons commandés sont validés par les autorités sanitaires européennes et mondiales. Ziad, Olivier Véran donc, parle de vacciner toute la population française avant le mois d'août, alors qu'on sait qu'il y a un problème de production du vaccin Pfizer. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, vient d'annuler les épreuves de spécialité du bac du mois de mars. Tout va dépendre, tout le monde le dit, de l'étendue de la contamination de ces fameux variants, et en particulier du variant anglais. Est-ce qu'il y a une exception française, Ziad ? Non, je pense que... je ne suis pas épidémiologiste, mais je pense qu'on avait confiné au mois de novembre, donc on a eu les bénéfices de ce confinement-là. Je pense que les couvre-feux ont un impact. Par contre, le plan n'incluait pas l'émergence de ces variants, et donc forcément, il y a eu le patinage intégral au niveau des vaccins, parce que d'un seul coup, il a fallu doubler, tripler les cadences, et on n'était pas prêt. Il faut aussi se rendre compte qu'il y a une formidable compétition sur ces vaccins. C'est-à-dire, l'accès aux matières premières est très compliqué, l'accès aux vaccins.
On en a acheté énormément en Europe. Il n'y a pas que Pfizer ni Moderna. Il y a AstraZeneca qui arrive, il y a Johnson Johnson, il y a je ne sais pas lesquels autres qui arrivent derrière. Donc, a priori, on a tout acheté. Les Américains, les Européens et une partie de l'Asie a tout acheté ce qui traînait sur le marché. Potentiel pour les 8 mois à venir. Ce qui pose la question du reste du monde, parce que en France, on a, enfin, j'ose pas le dire parce que on a presque de la chance. On est soutenu par un État fort, une Union européenne qui a des moyens pour acheter des vaccins. Mais de temps en temps, j'ai envie de rappeler que le monde ne s'arrête pas à Paris, Londres, New York, Pékin, Séoul, et qu'il y a 1,3 milliard d'Africains, il y a toute l'Asie du Sud-Est, il y a toute l'Amérique latine. Et là, je ne vois pas comment on va vivre avec un monde vacciné et un monde non vacciné. Oui. Et je pense que la prochaine étape du débat, c'est vraiment comment ouvrir cette vaccination à l'ensemble du monde, ce qui va poser des questions très complexes en termes de business, de patentes, de licences, etc. Mais c'est là, hein, c'est pas dans 6 mois et dans 1 an, c'est maintenant. Gauthier, les vaccins deviennent aussi une sorte d'enjeu géopolitique. Les Russes, on voit qu'ils exportent leurs vaccins maintenant en Hongrie, alors qu'il n'a toujours pas été approuvé par l'autorité du médicament européenne, mais ils l'exportent aussi en Biélorussie, en Bolivie, au Venezuela. Les Chinois exportent leurs vaccins au Brésil. Alors on se demande toujours, c'est effectivement, est-ce qu'on est dans un cadre purement médical ou est-ce que la géopolitique prend aussi un peu ses droits dans cette question de course au vaccin ? On aimerait dire que non, mais c'est vrai que quand vous voyez le vaccin Sputnik, donc le vaccin russe, qui a été, j'allais dire, administré aux Hongrois, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui rappelle un peu le grand frérisme d'autrefois soviétique, et si les Hongrois ne sont pas satisfaits de ce vaccin, ils pourront toujours dire que décidément, c'est une calamité d'avoir pour voisin autrefois l'Union soviétique et aujourd'hui la Russie. Mais sans rire, le problème est bien là, c'est que effectivement, vous risquez d'avoir des vaccins au rabais qui soient répandus justement dans des pays qui ont moins la possibilité, et on parlait de l'Amérique latine, c'est le cas, et qui se retrouvent finalement dans une union des non-alignés soumises à Moscou, par exemple, mais qui là est dramatique parce qu'il s'agit de la santé des gens. Et là, vous avez effectivement une géopolitique, parce que de l'autre côté, là, le financement et le rapport attendu de ces vaccins eh bien, concerne un certain nombre de laboratoires. Et lorsque vous êtes dans des États, ce que disait Ziad Limam est intéressant de ce point de vue-là, lorsque vous êtes dans des États qui n'ont pas la capacité de financement massive de ces vaccins, eh bien, vous avez automatiquement justement une baisse de la qualité ou tout du moins une incertitude sur les résultats de ce vaccin. Ici, en Europe notamment, on arrive à un niveau correct parce que vous avez une intervention massive de l'État qui d'abord finance les travaux, a financé les travaux de recherche et qui ensuite finance la production de vaccins. C'est là qu'il y a l'instauration, oui, d'une vaccination peut-être à 2 ou même à 3 ou 4 étages. Ziad, la question du vaccin en Afrique se pose. Le monde est confronté à un échec moral catastrophique en raison des politiques inégales en matière de vaccins Covid. C'est en tout cas le chef de l'OMS qui l'a dit. Il a indiqué donc que plus de 39 millions de doses de vaccins avaient été administrées à 49 États riches, mais qu'un pays pauvre n'en avait reçu que 25. Voilà. Cette épidémie est mondiale, elle doit être mondialement éradiquée et on est loin du compte. Pour le moment, on est dans une politique de chacun pour soi et ceux qui ont payé d'avance sont privilégiés. C'est un peu, c'est la marche du monde. Hein. Le Covid ne change rien à cette marche du monde. C'était déjà le cas sur d'autres pandémies, d'autres maladies. Je veux dire, personne ne se préoccupe du paludisme alors que ça fait des ravages dans toute la sphère sud de l'humanité. Donc voilà, c'est pas nouveau. Par contre, ce qui est un peu nouveau, c'est qu'on ne pourra pas s'en sortir les uns sans les autres. On ne pourra pas imaginer, sauf à se barriérer totalement d'une partie de la planète, on ne pourra pas imaginer un monde occidental protégé par les vaccins et un monde émergent ou des parties du monde émergent qui seraient en situation endémique permanente. Donc je pense que ça, ce n'est pas possible. Donc il y a forcément un moment où la réflexion va être d'étendre ces politiques vaccinales au-delà des besoins des pays riches. Donc c'est le cas des vaccins COVAX, Ziad. Alors, cette initiative de l'OMS, Joe Biden a dit qu'il l'entrait dans le programme. Donc c'est déjà une bonne nouvelle, mais en Afrique,
Vous avez, disons, prenons un chiffre, 1,2 milliard d'habitants. Si on n'a pas des vaccins à base classique, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste médical, mais le problème des vaccins ARN, c'est qu'ils sont très compliqués à transporter, à stocker à moins 60 ou à moins 20. Et il faut toute une logistique dont on voit que même un pays comme la France, même un pays comme les États-Unis ont du mal à gérer, à tenir. Donc, ce qui pourrait changer la donne pour les pays du Sud, c'est l'émergence de vaccins classiques, à partir du virus lui-même, avec des conditions de transport et de stockage normales, frigidaires. Et ça pourrait vraiment changer la donne pour avoir une vaccination majeure, à condition qu'encore une fois, les payeurs ne soient pas les premiers, uniquement les seuls servis. Il faut que tout le monde puisse accéder. Et encore une fois, on ne pourra pas s'en sortir en blacklistant les 2 tiers de l'humanité, en disant vous n'avez qu'à vous démerder pendant 5 ou 6 ans pour avoir vos vaccins. Oui, c'est donc Excusez-moi du verbe. En tout cas, il y a ce programme de partage de vaccins COVAX, Gauthier. Donc les États-Unis vont rentrer dans le programme. Oui, et ça, c'est un espoir, effectivement, qu'il y ait une sorte de couverture mondiale quand on aura le AstraZeneca, enfin, effectivement, des vaccins plus classiques que celui de Moderna et de Pfizer. Oui, parce qu'effectivement, cette pandémie nous place devant une réflexion enfin de bon sens, c'est-à-dire sauver l'ensemble de la population, c'est sauver des morceaux aussi de population. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une interdépendance totale. La tentative de COVAX, effectivement, c'est de dire, mais il y a un moyen de répartir justement non seulement les coûts, mais les coûts de fabrication, les coûts de recherche et surtout les coûts d'acheminement. Et donc, à partir de là, ça veut dire aussi que protégeant les autres, c'est d'une banalité affligeante ce que je dis là, mais protégeant les autres, il y a moyen de se protéger soi-même. Ça devrait être le b.a.-ba. Rendez-vous compte que non seulement à travers tous ceux qui ne croient pas à la réalité du virus, plus tous ceux qui sont encore dans cette pensée, dans cette réflexion finalement d'encercler, de cette mentalité d'encercler, eh bien, ce projet, cette existence de COVAX a encore du mal à être admise. De la même manière, l'Europe aussi. On a vu que l'Europe avait tiré à hue et à dia. Il n'empêche qu'au final, il y a des financements massifs qui ne sont possibles au niveau non seulement de la recherche et de la production qu'au travers de l'Europe. Ça n'est pas une invention, c'est une évidence. Et encore faut-il ne pas la nier systématiquement. Laure, comment les dessinateurs ont-ils croqué... Ziad, vous voulez parler? Non. Allez-y, Laure, les dessinateurs. Je voulais dire... Ah oui, pardon, Ziad voulait dire un mot. Allez-y, juste Ziad. un mot, Laure. Juste un mot. Je pense que ça pose en Afrique et dans certains pays la question de l'indépendance pharmaceutique. C'est très important que ça devienne un point majeur en termes de gouvernance, c'est-à-dire d'avoir des structures de production pharmaceutique. L'Afrique importe 80% de ses médicaments. Ce n'est pas que le Covid. Et cette situation concerne beaucoup de pays dans le monde. Il faut qu'on arrive à produire nos propres médicaments, créer une industrie qui serait capable un jour de prendre, comme l'Inde, des capacités vaccinales importantes. Laure. Oui, un premier dessin de Tjeerd Royaerts, dessinateur des Pays-Bas pour Cartoon Movement, où on voit donc cette course au vaccin qui s'accélère dans les pays riches et qui laisse les pays pauvres sur le bord de la route, comme on vient de le dire. Ça file droit au nord avec les 3 camions Pfizer, Moderna et AstraZeneca. Et puis on a une image de bidonville covidé en dessous. Voilà, on l'a dit, c'est la crainte de plusieurs ONG et surtout de l'OMS que certains pays soient laissés de côté. On a cet autre dessin de la SERP, dessinateur français, vaccination pour les personnels soignants. Alors là, on voit deux infirmiers qui patientent à l'hôpital. Ça va prendre du temps parce qu'ils sont tellement débordés qu'ils n'ont pas le temps de venir se faire piquer. Alors c'est une petite boutade, évidemment, mais encore faut-il qu'il y ait suffisamment de vaccins pour le personnel soignant. Et par exemple, la région de Madrid, donc là on parle de Madrid, c'est une capitale voisine, a été obligée de suspendre la vaccination des soignants par manque de doses. Donc c'est pas gagné. Et puis pour terminer, un très beau dessin qui serre un peu le cœur de Plop et Cancre, tandem de dessinateurs français. La perspective d'un 3e reconfinement va être un coup très dur pour tous, évidemment, mais particulièrement pour la jeunesse qui est déjà très, très mal en point. Pandémie, la déprime des étudiants,
Je suis cas sans contact. On n'est plus cas contact, on est cas sans contact. Et ce pauvre étudiant qui voit avec l'affiche du festival annulé derrière lui et qui a à peine de quoi manger et qui déprime sec, c'est vrai que ça crève un peu le cœur. Merci Laure. Laure Simoes, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Merci Ziad Limam, directeur d'Afrique Magazine. Merci Gauthier Rybinski. Et merci à vous de nous avoir suivis. Vous restez avec nous sur France 24.